Ah bah voilà Jacques Feder. Ça manquait dans ma bibliothèque. Jacques Feder, c'est un cinéaste que j'apprécie et qui malheureusement est un peu tombé dans l'oubli, me semble-t-il. Donc voilà, Jacques Feder par Didier Griselin. Voilà, bel ouvrage qui m'a d'ailleurs été amicalement dédicacé gentiment dédicacé aussi par Didier Griselin, qui a effectué en février, dans la mairie du 9e, une superbe exposition d'après sa collection personnelle sur Françoise Roger, mais il y avait aussi la présence de Jacques Feder. C'est un livre à compte d'auteur et vous pouvez vous le procurer pour une modique somme sur le mail jacquesfeder2025@gmail.com. Jacques Feder 2025, le tout collé et en minuscule pour jacquesfeder@gmail.com. Didier Griselin qui a aussi commis un ouvrage sur l'incomparable muse de Jacques Feder, Madame Françoise Roger. Alors, cet ouvrage a plusieurs qualités, notamment celle de nous faire connaître à la fois la vie, mais aussi l'œuvre complète de Jacques Feder, et avec force iconographie. Alors, qui était Jacques Feder ? Alors, Jacques Feder est un cinéaste né à Ixelles en Belgique en 1885, le 21 juillet. Le jour de la fête nationale belge. Et d'ailleurs, un journaliste, Jacques Feder, confiera qu'il était très content, enfant, puisque le jour de sa naissance, il y avait des feux d'artifice partout à Ixelles, mais on lui expliquera un jour, et il en sera déçu, que le 21 juillet correspond aussi à un autre événement, celui de la fête nationale belge. Bien. Alors Jacques Feder, de son vrai nom Jacques Frédérix, fait partie d'une famille bourgeoise, d'industriels, de notables. Lorsqu'il souhaite se destiner à une carrière de comédien, d'ailleurs, il aura une escapade et une aventure avec une divette qui l'emmèneront à Paris. Jacques Feder se verra sommé, même s'il l'occupera sur les conseils du père dans une entreprise d'un de ses oncles, une activité réjouissante de comptable, et après des études militaires aussi, puisque la famille s'enorgueillissait d'avoir parmi sa lignée un grand militaire, mais aussi un grand critique et un grand homme de lettres, Jacques Feder va maintenir son idée, sa volonté d'être un artiste. Et donc, le père va tout de même l'aider financièrement, à partir notamment à Paris, mais en lui demandant quelque chose, sous une condition, donc c'est celui de changer de nom. Et Jacques Frédérix deviendra Jacques Feder. Les premiers pas artistiques de Jacques Feder sont assez difficiles. Lorsqu'il a 20-25 ans, il obtient de petits rôles, il fait les auditions, les petits cachets dans les théâtres du 10e arrondissement de Paris, les théâtres de la Porte Saint-Martin, dans les comédies, les vaudevilles. Il est également recruté par les opérateurs et réalisateurs de la Gaumont, par exemple, pour être cascadeur ou acteur, voire jeune premier dans des films d'une ou deux bobines. Et ensuite, en 1913, c'est une date assez importante, il va faire la connaissance de Léon Sazy. Léon Sazy, qui est maintenant inconnu, sauf pour les cinéphiles les plus aguerris, c'est quand même quelqu'un qui était très important à l'époque, puisqu'il a été le créateur d'un grand personnage burlesque, c'est Zigomar. Et donc, Léon Sazy va engager Jacques Feder pour être un petit peu son assistant, mais aussi acteur dans ses bandes et courts-métrages burlesques. Et en 1913 aussi, disais-je, il va faire la rencontre, lors d'une tournée théâtrale à Lyon, de celle qui va devenir sa compagne et sa muse pour toute sa vie,
Madame Françoise Rosé. Alors, la carrière donc de Jacques Feder prend de plus en plus d'essor, et en 1915, voilà, on lui demande de remplacer un réalisateur de la Gaumont. C'est ce qu'il va faire, et en les années suivantes, il va développer des courts-métrages, mais qui déplairont un petit peu à Monsieur Gaumont, le directeur de la fameuse firme à la Marguerite, et notamment avec des parodies, des films parfois un peu en dehors du cahier des charges de cette firme, par exemple Le pied qui étreint ou Tête de femme et Femme de tête. Des films peut-être un tout petit peu trop en avance sur leur temps. Malheureusement, il doit s'interrompre entre 1917 et 1919 de par le contexte que vous connaissez, et donc il se retrouve mobilisé par l'armée belge, puisqu'il a gardé sa nationalité belge, sur le front en Belgique pendant quasiment 2 ans. Et donc ensuite, en 1919, il revient avec plein de projets de cinématographe, notamment avec certains films qui le feront reconnaître de plus en plus comme un auteur, un réalisateur, et Gaumont le prendra de plus en plus au sérieux, mais ce sont surtout les années 20 qui constitueront l'acmé de la carrière de ce réalisateur, avec par exemple en 1920 le tournage en Algérie et dans des conditions extrêmes pendant 10 mois, du fameux roman de Pierre Benoît, L'Atlantide. Grand succès à l'époque, qui ouvre donc les portes de Jacques Feder à des productions de grande ampleur et des longs métrages. Alors, en 1920, donc, Jacques Feder va développer ses talents avec des grands classiques du cinéma muet. Je pense à Crinquebille, je pense à Carmen, je pense à Visage d'enfant, je pense à Gribiche également, et aussi aux Nouveaux Messieurs, en 1928, qui lui vaudront les foudres de la censure, qui malheureusement vont un petit peu détériorer la carrière de Feder en France. Et donc, à ce moment-là, Feder va finalement accepter le contrat de la MGM, puisque la MGM le demande. C'est un jeune réalisateur européen qui a le vent en poupe, et la MGM, à l'époque, aime développer son réseau européen. Et donc, premier film qui va tourner pour la MGM, ce sera le dernier film muet de cette firme, d'ailleurs, c'est The Kiss, avec Greta Garbo, et notamment John Lodger. Et donc, ensuite, Feder va réaliser des films parfois de grande intensité. Je pense à Anachrystie en 1930 avec Greta Garbo, des films de moindre qualité ou de moindre ampleur, puisque avec Ramon Novarro. Il tournera 2-3 films avec Ramon Novarro, qui est en baisse de forme, en fin de carrière. Il fait partie de ces acteurs, vous savez, qui, lors du passage du muet vers le parlant, ont une voix qui ne correspond pas à leur statut ou à leur stature physique et d'acteur en même temps. Et donc, il va aussi tourner des adaptations parfois bilingues ou trilingues de certaines comédies, par exemple Si l'empereur savait, avec Françoise Rosé notamment, et avec André Luguet, dont nous avions parlé naguère dans une autre intervention. Feder va décider de revenir en France et en Europe pour tourner d'autres films. Et là, la décennie des années 30 verra aussi d'autres chefs-d'œuvre éclore. Je pense à Pension Mimosa, avec Arletty. Et d'ailleurs, Arletty sera engagé contre l'avis du scénariste et ami de l'époque de Jacques Feder, qui est Charles Spaak. Ils vont se brouiller pendant quelque temps. Charles Spaak voulait que son ami Jacques Feder engage sa propre compagne. Et Feder, par souci d'authenticité, le titre l'indique, et j'y reviendrai d'ailleurs, l'authenticité chez Feder, va refuser, et donc il y aura une brouille avec Charles Spaak, mais peu de temps avant la mort de Feder, ils redeviendront amis, complices. Alors il y a aussi évidemment la fameuse kermesse héroïque,
qui est un hommage à Rembrandt, mais qui va subir aussi, de par son esprit parfois séditieux, parfois très léger, malgré la grande qualité de la mise en scène et des acteurs et de la reconstitution de la Flandre du XVIIe, les foudres de la censure, donc. Et vous avez aussi d'autres films, je pense également à, par exemple, ce film méconnu avec Robert Donat, qui a souvent joué avec Hitchcock en 1936, là. Et Marlène Dietrich, le film date de 1936, donc c'est The Knight Without Armor, le chevalier sans armure. Très très beau film, voilà, peu connu en France, mais un très très beau film de Feder. Et le tournage est très très bien passé avec les deux acteurs principaux d'ailleurs. Et il va tourner également aussi d'autres films de qualité. Je pense à ce film qui a deux titres, un film de 1939, peu de temps avant la Seconde Guerre. Il s'agit de La Loi du Nord, connu également sous l'appellation de, le titre de La Piste du Nord, avec Charles Vanel et Michel Morgan. Dernier film, en tant que réalisateur attitré, c'est en 1941-42, avec Une femme disparaît. Un titre hitchcockien, que malheureusement je n'ai pas vu, et tourné en grande partie en Suisse, à l'époque où Feder résidait, non seulement pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons de santé, puisque Jacques Feder, qui mourra d'ailleurs en 1948, connaîtra une fin de vie vraiment tragique et pathétique, des problèmes de santé, des problèmes liés également à l'alcool, des problèmes liés aussi, puisqu'il sera éloigné pendant près de 2 ans de Françoise Rosé, qui était restée bloquée en Afrique du Nord suite au débarquement des troupes alliées et françaises en 42-43, et ils ne se reverront qu'après la libération, en 45. Donc Françoise Rosé, qui Didier Griselin le signale et le précise, a été une compagne j'allais dire efficace, qui vraiment a cherché à développer les scénarios, les projets de son mari auprès de ses amis artistes et producteurs notamment. Feder voulait que ses films soient tournés dans les conditions de l'œuvre qu'il adaptait ou du scénario qu'il mettait en scène. Par exemple, l'Atlantide, en Algérie, dans des conditions parfois extrêmes, où il peut faire très chaud la journée, et parfois très froid, très frais, au cours de la nuit, voire pendant certaines journées, ou certaines nuits aussi. Tourner dans le Valais, en Suisse, pour Visage d'enfant. Tourner aussi dans des conditions très extrêmes aussi, en Laponie arctique, pour La Loi du Nord, La Piste du Nord, de 1939. Et donc c'est ce désir d'authenticité que Jacques Feder souhaitait. Il n'aimait pas beaucoup, il n'appréciait pas beaucoup les tournages en studio. Il en a fait, je pense à La Kermesse héroïque, mais La Kermesse héroïque est une reconstitution de la Flandre du XVIIe siècle, avec un hommage à tous ces peintres de l'époque. C'est une reconstitution, même si le film est en noir et blanc, qui est très riche, qui est somptueuse, qui est fabuleuse, et un bel hommage notamment à ces peintres tels Rembrandt. Et aussi le soin accordé à ce que nous appellerons par anglicisme au casting, aux acteurs. Par exemple, je pense à ici, comment dirais-je, évidemment, Françoise Rosé, et puis aussi à d'autres acteurs tels que Louis Jouvet, dans La Kermesse héroïque, qui incarne un personnage mais fabuleux, truculent, évidemment. Et donc Feder d'ailleurs aura parfois des problèmes avec la censure. Et puis cette quête de l'authenticité lui vaudront parfois des abandons de projets de la part de certains de ses commanditaires, de la part de certains de ses collègues producteurs ou acteurs. Et ce qui est dommage, c'est que la moitié de ce livre est consacrée à ces projets abandonnés. Quand je dis c'est dommage, c'est pas dommage par rapport au livre, mais dommage par rapport à la carrière de Feder. Voilà, évidemment, qu'on se méprenne pas sur mes propos, naturellement, mais c'est très touchant, très émouvant d'avoir un homme de cette qualité, de cette stature, voir ses projets tomber à l'eau.
Deux exemples. Par exemple, en 1937-38, Feder désire adapter une œuvre qui s'appelle Serge Panine, avec Françoise Rosé. Or, Serge Panine sera adapté non pas par Feder, mais par un autre cinéaste. Autre déception parmi les vingtaines de projets, et j'en oublie, vous avez également Macadam, que Feder voulait réaliser en 45-46 pour revenir au premier plan après la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, Macadam sera tourné par Marcel Blisten et Feder aura le poste de superviseur. Mais des critiques à l'époque diront que certains plans ressemblent à s'y méprendre à du Jacques Feder. Voilà. Chacun a su reconnaître la paternité de certains plans de ce très bon film d'ailleurs, au demeurant, Macadam. Et puis, on ne peut que penser à ce qu'aurait pu être le Madame Bovary de 1932-33, scénarisé par Roger Martin Dugard, sous la direction de Jacques Feder. Projet abandonné à quelques semaines du tournage et repris peu de temps après par un certain Jean Renoir également. Et avec la même actrice. Donc, vous voyez, ce livre est assez... Il est pas cassé, il est très très intéressant, parce qu'on a ce côté projet avorté, on a aussi l'explication du sous-titre, la quête de l'authenticité, on a aussi ici tout un pan de l'histoire du cinéma français qui va quasiment du début du burlesque muet de chez Gaumont jusqu'au cinéma d'après-guerre, dans cet ouvrage de Didier Grislin, à travers le prisme de la carrière de Jacques Feder. Et puis aussi, ces aspects parfois méconnus par certains d'entre nous, sur le fait que la MGM, au début, refusait de faire doubler ses films et préférait tourner des films en version bilingue, trilingue, etc. Comme au temps Lara, à l'époque, il y avait un contrat, il a narré dans un de ses ouvrages autobiographiques, c'est Hollywood Cakewalk, avec Buster Keaton. Voilà, il a réalisé des adaptations françaises de films avec Buster Keaton, qui s'exprimait en français avec un léger accent américain dans ses adaptations que je n'ai pas vues non plus. Donc voilà, Jacques Feder, La quête de l'authenticité, 1885-1948, un cinéaste que j'aimerais revoir davantage au niveau de ses films et au niveau des éditions DVD Blu-ray. Voilà, alors messieurs les éditeurs, je vous lance un petit appel.